Enfant, j'allais souvent passer le week-end chez ma grand-mère. À mon arrivée le vendredi soir, elle me soulevait du sol et me serrait contre elle à m'étouffer. Et au moment de mon départ le dimanche soir, j'étais une nouvelle fois hissé dans les airs. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, elle me pesait. Ma grand-mère avait survécu à la fin de la guerre pieds nus, se nourrissant des déchets des autres, patates pourrissantes, abats de viande négligés, peaux, fragments de chair adhérant aux os et aux noyaux. C'est pourquoi elle se moquait éperdument que je dépasse parfois lorsque je m'adonnais au coloriage, pourvu que je découpe les coupons de réduction en suivant le pointillé. Et les buffets d'hôtel. Tandis que le reste de la famille se remplissait la panse au petit déjeuner, elle confectionnait une ribambelle de sandwich qu'elle enveloppait de serviettes et fourrait dans son sac pour le déjeuner. C'est ma grand-mère qui m'a appris qu'un seul sachet de thé suffit, quel que soit le nombre de convives, et que dans une pomme, tout se mange. Ce n'était pas une question d'argent. Beaucoup de ces coupons que je récupérais concernaient des aliments qu'elle n'achetait jamais. Ce n'était pas une question de santé, elle me suppliait de boire du Coca-Cola. Ma grand-mère ne venait jamais à table au dîner de famille. Même lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, pas de bol de soupe à remplir, pas de plat à touiller, ni de four à surveiller, elle restait dans la cuisine, comme un garde vigilant ou un prisonnier dans sa tour. Autant que j'ai pu en juger, le rassasiement que lui procurait la préparation de la nourriture la dispensait d'avoir à l'absorber. Dans les forêts d'Europe, elle avait mangé pour survivre jusqu'à la prochaine occasion où elle pourrait manger pour survivre. En Amérique, 50 ans plus tard, nous mangions ce qui nous plaisait. Nos placards étaient garnis d'aliments achetés sur un caprice, de la nourriture hors de prix pour baffreurs, de la nourriture dont nous n'avions pas besoin. Et quand la date de péremption était dépassée, nous la jetions sans même la renifler. Manger était un acte totalement insouciant. C'est ma grand-mère qui nous avait permis de vivre ainsi. Mais elle-même était incapable de se défaire du désespoir. Pendant toute notre enfance, mes frères et moi estimions que grand-mère était la plus grande cuisinière de tous les temps. C'est ce que nous lui récitions littéralement lorsque les plats arrivaient sur la table et à nouveau après y avoir goûté et une nouvelle fois à la fin du repas. « Tu es la plus grande cuisinière de tous les temps !» Pourtant, nous étions des gosses suffisamment avisés pour savoir que la plus grande cuisinière de tous les temps ne serait probablement pas limitée à une unique recette, le poulet aux carottes, et que la plupart des grandes recettes comprennent plus de 2 ingrédients. Et pourquoi ne la mettions-nous pas en question lorsqu'elle nous affirmait que la nourriture foncée était par nature plus saine que la claire, ou que la plupart des nutriments se trouvent dans la croûte ou la peau? Les sandwichs des week-ends que nous passions chez elle étaient confectionnés avec des quignons de miche de pain noir. Les animaux plus gros que nous enseignait-elle, sont excellents pour nous. Les animaux plus petits sont très bons pour nous. Les poissons qui, disait-elle, ne sont pas des animaux sont bons aussi. Le thon qui, disait-elle, n'est pas un poisson l'est aussi, tout comme les légumes, les fruits, les gâteaux, les biscuits et les sodas. Aucune nourriture n'est mauvaise. Les graisses sont bonnes, toutes les graisses, toujours et quelle que soit leur quantité. Les sucres sont très bons pour la santé. Plus un enfant est gros, plus il se porte bien, surtout si c'est un garçon. Le déjeuner ne consiste pas en un seul repas, mais en 3, que l'on doit manger à 11h, 12h30 et 15h, et on est toujours affamé. En fait,
son poulet aux carottes est probablement la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Mais cela n'avait pas vraiment à voir avec la façon dont il était préparé, ni même avec le goût qu'il avait. Sa nourriture était délicieuse parce que nous étions convaincus qu'elle était délicieuse. Nous croyons en la cuisine de notre grand-mère avec plus de ferveur que nous croyons en Dieu. Ces prouesses culinaires étaient l'un des récits primitifs de notre famille, tout comme la débrouillardise du grand-père que je n'ai jamais connue, ou l'unique querelle qui ait jamais entaché le mariage de mes parents. Nous nous cramponnions à ces histoires et comptions sur elles pour nous définir. Nous étions la famille qui choisissait ses combats avec sagesse, qui avait recours à l'intelligence pour se sortir des périodes difficiles et qui adorait la cuisine de la matriarche. Il était une fois une personne dont la vie était si belle qu'il n'y avait aucune histoire à raconter à son sujet. On pourrait raconter plus d'histoires au sujet de ma grand-mère que sur toute autre personne que j'ai connue. Son enfance dans une contrée lointaine, sa survie qui n'avait tenu qu'à un fil, la perte d'absolument tout ce qu'elle possédait, son arrivée en Amérique où elle avait perdu un peu plus encore, le triomphe et la tragédie de son assimilation. Et même si j'essaierais un jour de les raconter à mes enfants, nous n'en parlions presque jamais entre nous. Pas plus que nous la gratifions des surnoms les plus courants et les plus mérités. Nous l'appelions la plus grande cuisinière. Peut-être ces autres histoires étaient-elles plus difficiles à raconter. Ou peut-être choisissait-elle son histoire, préférant qu'on lui sache gré de pourvoir à nos besoins plutôt qu'au fait d'avoir survécu. Ou peut-être sa survie dépendait-elle justement du fait de pourvoir à nos besoins. L'histoire de son rapport à la nourriture englobe toutes les autres histoires que l'on pourrait raconter à son sujet. Pour elle, la nourriture n'est pas de la nourriture. C'est un mélange de terreur, de dignité, de gratitude, de vengeance, de joie, d'humiliation, de religion, d'histoire et bien entendu d'amour. Comme si les fruits qu'elle nous offrait à chaque fois avaient été cueillis aux branches détruites de notre arbre généalogique. Lorsque j'ai appris que j'allais être père, j'ai ressenti des pulsions inattendues. Je me suis mis à ranger la maison, à remplacer des ampoules grillées depuis des mois, à nettoyer les vitres et à classer des papiers. J'ai fait ajuster mes lunettes, acheté une douzaine de paires de chaussettes blanches, installé une galerie sur la voiture et une cloison à l'arrière pour séparer le chien des bagages. Je me suis soumis à mon premier bilan médical depuis 10 ans et j'ai décidé d'écrire un livre sur le fait de manger des animaux. C'est la paternité qui a donné l'élan initial au périple qu'allait devenir l'écriture de ce livre. Mais je m'y étais en réalité préparé durant la plus grande partie de ma vie. Dans mon enfance, les héros de toutes les histoires qu'on me lisait le soir étaient des animaux. Alors que j'avais 4 ans, nous avons gardé en pension le chien d'un cousin pendant tout un été. Je lui donnais des coups de pied. Mon père m'a dit qu'on ne donnait pas des coups de pied à un animal. À 7 ans, j'ai pleuré la mort de mon poisson rouge. J'ai appris que mon père l'avait balancé dans les toilettes et avait tiré la chasse. Alors j'ai dit à mon père, dans des termes plus fleuris, qu'on ne balançait pas les animaux dans une cuvette de WC. À l'âge de 9 ans, j'étais gardé par une babysitter qui ne voulait faire de mal à personne. C'est exactement ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi elle refusait de manger du poulet avec mon grand frère et moi. Je ne veux faire de mal à personne. Comment ça, faire du mal, me suis-je étonné. Tu sais bien que le poulet, c'est du poulet, non ? Franck, mon
frère m'a lancé un regard entendu. Papa et maman ont confié leur précieux petit chéri à cette idiote. J'ignore si elle avait ou non l'intention de nous convertir au végétarisme. Comme les conversations au sujet de la viande ont tendance à mettre les gens mal à l'aise, beaucoup de végétariens ne font pas de prosélytisme. Mais étant adolescente, elle manquait de cette retenue qui empêche si souvent d'aller jusqu'au bout de ce sujet. Et sans dramatisation ni rhétorique, elle partageait ce qu'elle savait. Mon frère et moi, nous nous sommes regardés, la bouche pleine de poulet, à qui on avait fait du mal, et nous avons eu simultanément la même pensée. Comment se fait-il que je n'ai jamais songé à ça jusqu'à présent, et pourquoi donc personne ne m'en a jamais rien dit? J'ai posé ma fourchette. Franck a terminé son assiette, et il est probablement en train de manger du poulet à l'heure où j'écris ces lignes. Ce que nous avait dit notre babysitter m'avait interpellé. Non seulement parce que cela avait tout l'air d'être vrai, mais aussi parce que cela étendait à la nourriture tout ce que mes parents m'avaient toujours enseigné. On ne fait pas de mal aux membres de la famille. On ne fait pas de mal aux amis ni aux inconnus. On ne fait même pas de mal aux meubles tapissés. Le fait que je n'ai jamais songé à inclure les animaux dans cette règle n'en faisait pas pour autant des exceptions. Cela faisait tout simplement de moi un enfant, ignorant des arcanes du monde. Mais un jour, j'ai perdu cette ignorance. Et dès ce moment-là, j'ai dû changer de vie. Pas pour longtemps. Emphatique et rigide au début, mon végétarisme a duré quelques années, s'est étiolé et a fini par mourir. Je n'ai jamais découvert de réponse satisfaisante à la phrase codée de notre babysitter, mais j'ai trouvé des moyens de l'estomper, de l'émousser et de l'oublier. D'une manière générale, je ne faisais souffrir personne. D'une manière générale, je m'efforçais de faire ce qui était bien. D'une manière générale, ma conscience était tranquille. Tiens, passe-moi un peu de poulet parce que je meurs de faim. Mark Twain répétait souvent qu'arrêter de fumer était la chose la plus facile qu'il fût. Lui-même le faisait constamment. Je placerais le végétarisme parmi les choses faciles. Au lycée, je suis devenu végétarien à d'innombrables reprises. Le plus souvent pour tenter de me donner une identité dans un monde où les gens semblaient s'en forger sans le moindre effort. Je voulais un slogan lapidaire pour personnaliser la plaque arrière de la Volvo de ma mère, une cause facile pour occuper la demi-heure incommodante de la récréation à collecter des dons, une occasion de me rapprocher des seins des militantes. Et je continuais à penser qu'il était mal de faire souffrir les animaux. Cela ne voulait pas dire pour autant que je m'interdisais de manger de la viande, seulement que je m'abstenais de le faire en public. En famille, je ne cessais d'osciller. Au cours de ces années, de nombreux dîners débutaient par la question rituelle de mon père. « Dois-je m'attendre à de nouvelles restrictions alimentaires ce soir ?» Après mon entrée à l'université, je me suis remis à manger de la viande de façon plus sérieuse, sans y croire, quel que fût le sens de cette expression, mais en repoussant délibérément la question hors de mon esprit. À cette époque-là, je ne ressentais pas le besoin d'avoir une identité. Et comme personne parmi mes condisciples ne savait que j'étais végétarien, je n'avais pas à afficher une attitude hypocrite en public, ni même à expliquer pourquoi j'avais changé d'avis. En fait, c'est peut-être bien la prédominance du végétarisme sur le campus qui a découragé le mien. On donne moins volontiers une pièce à un musicien de rue dont la casquette est remplie de billets. Mais lorsque, à la fin de ma deuxième année, j'ai décroché ma licence de philosophie, je me suis mis prétentieusement à réfléchir et suis une fois de plus devenu végétarien. Le genre d'oubli délibéré auquel j'étais convaincu qu'il fallait se livrer pour manger de la viande semblait par trop paradoxal au vu de la vie intellectuelle que j'essayais de mener. J'estimais que la vie pouvait, aurait dû et devait absolument se conformer au moule de la raison. Vous
pouvez imaginer à quel point cela me rendait agaçant. Après avoir terminé mes études, je me suis remis à manger de la viande, beaucoup de viande, de toutes les sortes, pendant environ 2 ans. Pourquoi? Parce que j'aimais ça, et parce que dans la formation des habitudes, les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes et entre nous prennent le pas sur la raison. Et je me racontais à moi-même une histoire qui me pardonnait. Et puis, on m'a contraint à me rendre à un rendez-vous arrangé avec la fille qui devait devenir ma femme. Et à peine 2 semaines plus tard, nous nous sommes trouvés engagés dans des discussions sur 2 sujets étonnants, le mariage et le végétarisme. Son rapport à la viande était étonnamment semblable au mien. Il y avait les choses auxquelles elle croyait lorsqu'elle était couchée dans son lit le soir, et les choix qu'elle faisait le lendemain matin à la table du petit déjeuner. Elle était tourmentée, même si c'était de façon occasionnelle et généralement éphémère, à l'idée de participer à quelque chose de foncièrement mal. Et en même temps, acceptait à la fois la complexité inextricable du sujet et la faillibilité pardonnable de la nature humaine. Comme moi, elle avait des intuitions très fortes, mais apparemment pas suffisamment. Les gens se marient pour de nombreuses raisons, mais une de celles qui ont déterminé notre décision de franchir ce pas a été la perspective de pouvoir prendre explicitement un nouveau départ. Les rites et le symbolisme juif encouragent fortement cette idée d'opérer une rupture nette avec les choses telles qu'elles étaient jusque-là. L'exemple le plus connu étant le bris du verre au terme de la cérémonie du mariage. Avant, les choses étaient ce qu'elles étaient, mais désormais, elles seront différentes. Elles iront mieux. Nous serons meilleurs. Ça sonne drôlement bien et ça vous gonfle à bloc, hein, mais comment devenir meilleur? J'imaginais des milliers de façons de m'améliorer, apprendre des langues étrangères, être plus patient, travailler plus. Mais j'avais déjà pris beaucoup trop de bonnes résolutions pour y croire encore. J'envisageais également un tas de moyens de nous rendre meilleurs, mais dans une relation, les choses importantes sur lesquelles on peut tomber d'accord et qu'on est en mesure de changer ne sont pas nombreuses. Dans la réalité, même dans ces moments où on a l'impression que tout est possible, c'est très peu le cas en vérité. La consommation de viande, une question qui nous avait tous deux préoccupés et que nous avions tous deux oublié, nous a paru un bon point de départ. Nous avions énormément d'intérêts communs dans ce domaine et nous pouvions en tirer beaucoup de bienfaits. Donc au cours de la même semaine, nous nous sommes fiancés et nous sommes devenus végétariens. Bon, alors bien entendu, notre repas de mariage n'était pas végétarien, car nous nous étions persuadés qu'il aurait été injuste de ne pas proposer de protéines animales à nos invités, dont certains étaient venus de très loin pour partager notre joie. Donc la logique vous paraît peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est comme ça. Puis nous avons mangé du poisson durant notre lune de miel. Mais nous étions au Japon, et quand on est au Japon... Et une fois de retour dans notre nouveau logement, il nous est arrivé de temps en temps de manger des hamburgers, du potage de poulet, du saumon fumé et des steaks de thon, mais seulement de temps en temps, hein, seulement les jours où nous en avions envie. Inutile de se tourmenter, pensais-je. Et je me disais que c'était très bien comme ça, que nous nous en tiendrions désormais à ce régime d'incohérence consciencieuse. Pourquoi notre alimentation serait-elle différente des autres domaines éthiques de nos existences? Nous étions des gens honnêtes, qui à l'occasion racontaient des mensonges, des amis attentionnés, qui à l'occasion pouvaient agir avec maladresse. Nous étions des végétariens, qui à l'occasion mangeaient de la viande. Et je n'étais même pas sûr que mes intuitions étaient autre chose que des vestiges sentimentaux de mon enfance. Et que si je creusais un peu plus profondément, je ne découvrirais pas d'indifférence. Je ne savais même pas ce qu'étaient les animaux.
Je ne savais pas même une idée approximative de la façon dont ils étaient élevés et tués. Toutes ces considérations me mettaient mal à l'aise, mais cela n'impliquait pas que tout le monde devait se sentir embarrassé, ni moi d'ailleurs. Et je ne ressentais ni envie, ni besoin d'éclaircir la question. C'est alors que nous avons décidé d'avoir un enfant. Et ça, c'était une autre histoire qui nécessiterait une autre histoire. Une demi-heure environ, après la naissance de mon fils, je me suis rendu dans la salle d'attente pour annoncer la bonne nouvelle à la famille réunie. « Alors, tu as dit il, c'est donc un garçon. Et comment vous allez l'appeler? Est-ce qu'il te ressemble? Allez, racontez-nous en détail !» J'ai répondu à leurs questions aussi vite que possible, et puis je me suis retiré dans un coin et j'ai allumé mon téléphone portable. « Grand-mère ?» ai-je dit. « On a un bébé. » Son unique téléphone se trouve dans la cuisine. Comme elle a décroché à la première sonnerie, j'en ai conclu qu'elle était restée assise à la table en attendant mon appel. Il était un peu plus de minuit. Était-elle en train de découper des coupons de réduction, de préparer un poulet aux carottes pour le congeler et le servir à quelqu'un pour un futur repas? Je ne l'avais encore jamais vue ni entendue pleurer. Mais j'ai senti les larmes dans sa voix quand elle a demandé « Combien pèse-t-il » Quelques jours après notre retour de l'hôpital, j'ai envoyé une lettre à un ami en y joignant une photo de mon fils et en lui faisant part de mes premières impressions sur la paternité. Il m'a simplement répondu « Tout est à nouveau possible ». C'était la chose parfaite à dire, parce que c'est exactement mon sentiment. Nous pouvions raconter à nouveau nos histoires et les rendre meilleures, plus représentatives ou plus emplies d'aspirations. Ou bien nous pouvions choisir de raconter d'autres histoires. C'est le monde lui-même qui se voyait accorder une nouvelle chance. Le premier désir peut-être que mon fils a ressenti de façon muette et en dehors de tout raisonnement, c'est celui de manger. Quelques secondes après sa naissance, il tétait sa mère. Je l'ai observé avec une crainte que je n'avais jamais éprouvée de ma vie. Sans explication ni expérience, il savait ce qu'il fallait faire. Plusieurs millions d'années d'évolution avaient gravé en lui ce savoir, comme elles avaient encodé le mécanisme du battement dans son petit cœur, et incité à se contracter et se gonfler ses poumons qui venaient juste d'expulser leur liquide. Ce sentiment d'ébahissement mêlé de respect était sans précédent dans ma vie. Mais à travers les générations, il me reliait à d'autres. J'ai vu les anneaux de croissance de mon arbre, mes parents me regardant manger, ma grand-mère regardant manger ma mère, mes arrière-grands-parents regardant manger ma grand-mère. Mon fils mangeait comme mangeaient les enfants des hommes des cavernes. Alors qu'il entamait son existence et que je commençais à écrire ce livre, j'ai eu l'impression que presque tout ce qu'il faisait tournait autour de l'acte de manger. Il tétait ou bien dormait après avoir tété, il s'agitait avant de téter ou recrachait le lait qu'il venait de téter. Au moment où je termine ce livre, il est capable de tenir des conversations très élaborées et de plus en plus, la nourriture qu'il absorbe est digérée en même temps que les histoires que nous racontons. Nourrir mon enfant n'est pas la même chose que me nourrir. C'est plus important. C'est important parce que la nourriture est importante. Sa santé physique est importante, le plaisir de manger est important, et parce que les histoires que l'on sert en même temps que la nourriture sont importantes. Ces histoires resserrent les liens de notre famille et relient notre famille aux autres. Quand on raconte des histoires sur la nourriture, on se raconte nous-mêmes, nos origines et nos valeurs. Dans la tradition juive de ma famille, j'ai peu à peu appris que la nourriture remplissait deux fonctions parallèles. Elle nourrit et elle vous aide à vous souvenir.
Manger et raconter des histoires sont deux choses inséparables. L'eau salée, ce sont aussi des larmes. Le miel n'est pas seulement sucré, il évoque aussi la douceur. Le pain azime est le pain de notre affliction. Il existe des milliers d'aliments sur la planète, et il faut prendre le temps d'expliquer pour quelles raisons nous n'en mangeons qu'une partie relativement minime. Il faut expliquer pourquoi le persil est utilisé pour décorer un plat. Pourquoi on ne mange pas de pâtes au petit déjeuner. Pourquoi on mange les ailes, mais pas les yeux. Les vaches, mais pas les chiens. Les histoires établissent des récits, et les récits instaurent des règles. À de nombreuses reprises au cours de ma vie, j'ai oublié que j'avais des histoires à raconter à propos de la nourriture. Je me contentais de manger ce que j'avais à portée de main ou que je trouvais bon, et cela me semblait naturel, sensé et sain. Qui avait-il à expliquer? Mais le genre de paternité que j'avais toujours envisagé d'exercer est incompatible avec une telle négligence. Cette histoire n'a pas commencé sous forme de livre. Je voulais simplement comprendre, pour moi-même et pour ma famille, comprendre ce qu'est la viande. Je voulais le savoir le plus concrètement possible. D'où vient-elle? Comment la produit-on? Comment sont traités les animaux et dans quelle mesure cela importe-t-il? Quelles sont les conséquences économiques, sociales et environnementales qu'entraîne le fait de manger des animaux? Ma quête personnelle n'est pas restée longtemps à ce seul niveau. À travers mes efforts en tant que parent, je me suis heurté à des réalités qu'en tant que citoyen, je ne pouvais ignorer. Et en tant qu'auteur, je ne pouvais pas garder pour moi. Mais se retrouver face à ces réalités et écrire de façon responsable à leur sujet sont deux choses bien distinctes. Je voulais aborder ces questions de la façon le plus large possible. C'est pourquoi, même si plus de 99% des animaux consommés aux États-Unis proviennent de fermes, usines, et je consacrerai une bonne partie de ce livre à expliquer ce que cela signifie et en quoi cela est important, le 1% restant du secteur de l'élevage constitue également une partie essentielle de cette histoire. La place disproportionnée qu'occupe dans ce livre la description des meilleures fermes familiales d'élevage reflète le crédit que je leur accorde, mais en même temps, leur caractère insignifiant. Elle confirme la règle. Et pour être tout à fait honnête, et au risque de perdre ma crédibilité dès la page 25, je suis parti, en commençant mes recherches, d'un principe. Je savais ce que j'allais découvrir. Pas dans le détail, mais d'une manière générale. D'autres sont partis du même principe. Presque toujours, quand je disais à quelqu'un que j'écrivais un livre sur la consommation des animaux, cette personne en concluait, sans même avoir la moindre idée de mes opinions, que ce serait un plaidoyer pour le végétarisme. C'est là un préjugé extrêmement révélateur et un a priori qui traduit non seulement la conviction qu'une enquête minutieuse sur l'élevage des animaux inciterait n'importe qui à renoncer à manger de la viande, mais aussi que la plupart des gens savent déjà que ce serait la seule conclusion à en tirer. Moi aussi, je pensais que mon livre sur la consommation des animaux deviendrait un plaidoyer sans ambiguïté en faveur du végétarisme. Ce ne fut pas le cas. Cela vaudrait la peine d'écrire un plaidoyer en faveur du végétarisme, mais ce n'est pas ce que j'ai fait ici. L'élevage des animaux est un sujet d'une extrême complexité. Il n'existe pas deux animaux, deux espèces animales, deux fermes, deux éleveurs ou deux consommateurs semblables. En considérant la montagne de documentation, lecture, interview, observation de terrain qui a été nécessaire avant même de commencer à réfléchir sérieusement à la question, je me suis demandé s'il était possible de raconter quoi que ce soit de cohérent et de significatif au sujet d'une pratique aussi diversifiée. Peut-être bien que la viande n'existe pas. Au lieu de cela, il y a 7 animaux-ci, élevés dans 7 fermes, tués dans 7 abattoirs, vendus de cette manière-là,
et mangé par 7 personnes-ci. Chaque cas étant tellement spécifique qu'il est impossible de les assembler en une même mosaïque. Et la consommation des animaux est un de ces problèmes, comme l'avortement, où il est impossible de définir avec précision certains points essentiels. À partir de quel moment un fœtus devient-il une personne? Et non plus un être en puissance. En quoi consiste exactement l'expérience animale? Ce qui a pour conséquence de titiller nos malaises les plus enfouis, suscitant fréquemment une réaction de défense et d'agression. C'est un sujet glissant, frustrant, un problème qui déclenche de profonds échos. Chaque question en soulève une autre, et il est facile de vous retrouver à défendre une position bien plus extrême que ce en quoi vous croyez ou que vous pourriez assumer. Ou pire encore, vous pourriez découvrir qu'il n'existe aucune position qui vaille la peine d'être défendue ou assumée. Et puis, il y a la difficulté à discerner la différence entre l'impression que suscite une chose et ce qu'elle est réellement. Trop souvent, les arguments concernant le fait de manger des animaux ne sont pas des arguments, mais des jugements de valeur. Et là où il y a des faits, voici la quantité de porc que nous mangeons, voici le nombre de mangroves qui ont été détruites par l'aquaculture, voici de quelle façon une vache est tuée. Se pose aussitôt la question de ce que nous devons réellement en faire. Ont-ils une valeur morale? Ont-ils une valeur collective? Ont-ils une valeur légale? Ou bien ne doit-on les considérer que comme de simples informations que chaque mangeur est libre de digérer comme il l'entend? Même si ce livre est le résultat d'une énorme accumulation de recherches, et s'il est aussi objectif que peut l'être un travail journalistique, j'ai utilisé les statistiques les plus prudentes, provenant presque toujours de sources officielles ou bien de sources industrielles et universitaires validées par des pairs, et engagé 2 personnes chargées de les corroborer, je le considère comme une histoire. On y trouvera quantité de données, mais elles sont souvent minces et malléables. Les faits sont importants, mais par eux-mêmes, ils ne génèrent pas de sens, surtout lorsqu'ils sont liés à ce point à des choix linguistiques. Que signifie mesurer exactement la réaction de douleur chez un poulet? Peut-on parler de douleur? Que signifie la douleur? Quoi que nous apprenions sur la physiologie de la douleur, combien de temps elle dure, les symptômes qu'elle produit, etc., nous ne saurons jamais rien de définitif à son sujet, mais insérer les faits dans une histoire de compassion ou de domination, ou peut-être même les deux, insérez-les dans une histoire sur le monde dans lequel nous vivons, sur qui nous sommes et qui nous voulons être, et alors vous pouvez commencer à parler de façon significative du fait de manger des animaux. Nous sommes faits d'histoire. Je repense à ces samedis après-midi à la table de la cuisine de ma grand-mère, juste nous deux, du pain noir dans le grille-pain rougeoyant, le ronronnement du réfrigérateur entièrement tapissé de photos de famille. Alors que je mangeais mes quignons de pain noir et que je buvais mon coca, elle me racontait sa fuite hors d'Europe, la nourriture qu'elle avait dû manger et celle dont elle avait été privée. C'était l'histoire de sa vie. « Écoute-moi », me suppliait-elle. Et je comprenais qu'une leçon fondamentale m'était transmise, même si j'ignorais, étant trop jeune, en quoi elle consistait. Je sais à présent de quelle leçon il s'agissait. Et même si les circonstances ne pourraient être plus différentes, je m'efforce et m'efforcerai de la transmettre à mon fils. Ce livre représente ma tentative la plus sérieuse d'y parvenir. En le commençant, je ressens une intense excitation à l'idée de toutes les répercussions qu'il peut avoir, en mettant de côté pour l'instant les plus de 10 milliards d'animaux terrestres abattus chaque année aux États-Unis pour la consommation humaine, en mettant de côté l'environnement et les employés du secteur, ainsi que les problèmes qui y sont directement liés, tels que la famine dans le monde, les épidémies de grippe,
et la biodiversité, surgit aussi la question du jugement que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Nous ne sommes pas seulement les conteurs de nos histoires, nous sommes les histoires elles-mêmes. Si ma femme et moi imposons à notre fils un régime végétarien, il ne mangera jamais le plat unique de son arrière-grand-mère. Il ne recevra jamais l'expression unique et directe de son amour. Ne songera peut-être jamais à elle en tant que plus grande cuisinière de tous les temps. L'histoire primordiale de ma grand-mère, l'histoire primordiale de notre famille devra changer. Les premiers mots de ma grand-mère le jour où elle a vu mon fils ont été ma revanche. Du nombre infini de phrases qu'elle aurait pu prononcer, c'est celle-là qu'elle a choisie, ou qui s'est imposée à elle. Écoute-moi. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions jamais de rien. Le jeudi, nous faisions du pain, du challah et des roulés, et il durait toute la semaine. Le vendredi, nous avions des crêpes. Pour Shabbat, il y avait toujours un poulet et un potage de nouilles. Tu allais chez le boucher pour lui demander un peu plus de gras. Le morceau le plus gras était le meilleur. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous n'avions pas de réfrigérateur, mais nous avions du lait et du fromage. Nous ne trouvions pas toutes les sortes de légumes, mais celles que nous trouvions nous suffisaient. Tout ce que vous avez maintenant et que vous trouvez normal. Mais nous étions heureux, nous ne connaissions rien d'autre, et nous considérions ce que nous avions comme normal, nous aussi. Et puis tout a changé. Pendant la guerre, c'était l'enfer sur terre, et je n'avais rien. J'ai dû quitter ma famille. J'étais toujours en train de fuir, jour et nuit, parce que les Allemands étaient constamment sur mes talons. Si tu t'arrêtais, tu étais mort. Il n'y avait jamais suffisamment à manger. Je suis devenu de plus en plus malade à force de ne pas manger. Et je ne parle pas simplement de ma maigreur. J'avais des ulcères sur tout le corps. Les gestes les plus simples m'étaient difficiles. Je n'aimais pas trop fouiller dans les poubelles. Je mangeais les morceaux que les autres laissaient. Si tu te servais, tu pouvais survivre. Je prenais tout ce que je trouvais. J'ai mangé des choses dont je ne veux même pas te parler. Pourtant, même dans les pires moments, il y avait des gens prêts à t'aider. Quelqu'un m'a appris à nouer mes bas de pantalon de façon à pouvoir y stocker les patates que je pouvais chaparder. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres comme ça, parce que tu ne savais jamais quand tu tomberais sur une autre occasion. Un jour, on m'a donné un peu de riz, et j'ai marché pendant 2 jours pour aller à un marché. Je l'ai échangé contre un bout de savon. Puis j'ai été jusqu'à un autre marché, où j'ai échangé le savon contre des haricots. Il fallait avoir de la chance et de l'intuition. Le pire, ça a été vers la fin de la guerre. Beaucoup de gens mouraient à ce moment-là, et chaque jour, je ne savais pas si j'aurais la force de survivre jusqu'au lendemain. Un fermier, un Russe, Dieu le bénisse, quand il m'a vu dans cet état, il est rentré chez lui chercher un morceau de viande qu'il m'a donné. Il t'a sauvé la vie. Je ne l'ai pas mangé. Tu ne l'as pas mangé. C'était du porc. Je ne mange jamais de porc. Pourquoi? Et comment ça, pourquoi? Et quoi, parce que ce n'est pas cachère? Évidemment. Pas même si cela te sauvait la vie. Si plus rien n'a d'importance, il n'y a rien à sauver.